Merci beaucoup, camarades vice-présidents, camarades membres du CSP, camarades membres du secrétariat général, chers amis de la presse. Je ne vais pas revenir sur la liste des invités, je voudrais vraiment vous saluer. Merci d'être présent, merci au doyen Otro qui s'est déplacé, merci beaucoup pour votre présence, merci au ministre Pierre Lecroux, surtout au NGA, au vice-président Soro et mes deux tantis. Oui, merci à vous tous, NG d'être là. Le NGA a facilité ma tâche. Parce que ces derniers jours, on a entendu des choses bizarres dans ce pays. Mais nous avons le devoir quand même de revenir sur un certain nombre de choses. Je voudrais saluer la presse. Merci pour votre présence. Et vous dire que les 2 derniers mois, notre calendrier au niveau du parti était tellement chargé qu'on n'a pas pu organiser notre tribune. Évidemment, ça laissait un vide et nous avons fait l'objet de beaucoup d'interpellations. Je crois que le grand patron lui-même est monté au créneau pour nous interpeller à une réunion. Il ne veut plus voir de ce vide-là, donc on s'attelle à le combler. Et donc notre tribune va reprendre le cours normal aux tribunes. Chaque 2 semaines, on se retrouvera pour discuter de ces questions-là. On voudrait donc vous excuser, vous les journalistes et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux, chaque 2 semaines, et certainement cet espace leur a manqué. Je voudrais également dire que nous allons discuter de 2 sujets. Tout à l'heure, le présentateur l'a dit. Il s'agit de l'évidence candidature du président Laurent Gbagbo pour nous, et puis un sujet à lequel le gouvernement s'amuse, mais qui est un sujet extrêmement important pour la Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont partir, et en partant, il ne faut pas qu'on nous laisse un pays avec une ardoise des dettes inimaginables. Et donc nous sommes obligés de revenir là-dessus. Et je pense même que on va revenir régulièrement sur cette question-là par séquence, de sorte que les Ivoiriens comprennent les enjeux de la question et l'impact sur notre vie. Donc voici les 2 sujets. Mais avant, il est important de rappeler le contexte dans lequel nous évoluons. Le contexte, il est à la fois national et international. Au niveau national, il faudra se rappeler que, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, au PPACI, on a cru percevoir quelques signaux de décrispation donnés par le gouvernement, par le régime RHDP, après la victoire des éléphants à la CAN. La libération des prisonniers d'opinion, de certains prisonniers d'opinion, qui était une demande très forte du président Laurent Gbagbo, attendue des Ivoiriens, elle a eu lieu, même si nous avons 111 personnes d'opinion dans les prisons, et cependant, on ne pouvait que se féliciter de la façon dont de cette première vague, de cette vague qui est sortie. Nous sommes félicités pour cela. Le président lui-même a exprimé sa satisfaction. Il y a également le coup de fil entre l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ils se sont parlé. Ça faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Pour nous, c'était un bon signal. Et nous nous sommes félicités pour cela. Et on a même annoncé que certains de notre crétins, des collaborateurs de M. Soro Guillaume, étaient rentrés. Donc pour nous, tout cela augurait, du moins, c'était la preuve des signaux que le gouvernement est maintenant dans les dispositions d'une décrispation pour que nous puissions aller à l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cet esprit que nous avons écrit au gouvernement. D'abord le 15 mars dernier, une lettre pour leur demander une audience au Premier ministre, son excellence Robert Mambé, pour lui dire on veut le rencontrer, le PPACI, pour discuter justement de la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale.
On n'a pas reçu de réponse qu'à ce jour. On met ça sur le compte de leur calendrier surchargé. Mais pour leur montrer l'intérêt de celui-là, on va montrer tout à l'heure les courriers à la presse. Il y a les copies des courriers qui sont là ici à la presse. Je vais vous montrer ces courriers pour que vous soyez connaissants de cela. Le vendredi 12, voici ça, c'est le premier courrier. C'est le deuxième courrier, le premier est là. Et le vendredi 12 avril, nous avons fait un courrier de rappel pour leur dire on n'est pas fatigué d'écrire. S'ils ne nous répondent pas, on va leur écrire. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on soit fatigués d'écrire et alors on envisagera une autre forme d'interpellation. Pour le moment, nous sommes à la phase des écritures. Donc, nous avons écrit au gouvernement, nous attendons la suite. Donc, c'est dans tout ça, alors que nous étions, comme l'a dit le SG, on se dirait, bon, c'est conforme à notre esprit, à ce que nous discutons, c'est notre ADN, c'est notre génome. Et c'est à ce moment-là qu'on entend des bruits par-ci, par-là. Et on n'en a pas l'habitude, mais personnellement, nous trouvons qu'il est inacceptable que des personnes qui sont au pouvoir, que de surcroît occupent des fonctions importantes dans leur parti politique, parlent comme ça, avec légèreté et désinvolture. Quand on a écouté le secrétaire exécutif du RHDP, à la personne du Sier Bakongo, beaucoup de personnes nous appelaient, il faut réagir, il faut que vous réagissiez. On dit oui, on va réagir. Et en réaction, je voudrais rappeler cet adage de chez nous, une sagesse très africaine qui dit ceci. Dans un village, il y avait un vieil aveugle. Il n'allait jamais au champ puisqu'il est aveugle. Il restait au village. Et puis un soir, un matin, au moins, tout le monde est allé au champ. Quelqu'un est venu chercher querelle, lui faire querelle. Le vieux, il est aveugle, lui, il ne sait pas. Il lui parle mal, il lui dit des choses. Et le vieux ne dit rien. Le soir, quand il arrive, son fils arrive, il arrive, il dit, ah, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est venu demander après toi. Mais il était laid. Il était très laid, ce monsieur. Il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas de nous, des environnements. Il n'a pas grandi avec ses parents. Et il n'a pas d'enfant. Alors, donc le fils qui dit, mais attends, papa, tu es aveugle depuis 10 ans. Mais comment tu as pu constater la laideur de quelqu'un? Et tout ce que tu as dit là, comment tu as pu constater ça? Alors le vieux lui dit, on n'a pas besoin de voir pour constater la laideur de quelqu'un. Les propos qui sortent de la bouche d'un homme et qui s'adressent à quelqu'un de plus âgé que lui et qui est plus important dans la société que lui, ses propos, la laideur de ses propos détermine la laideur physique de la personne qui les dit. Et j'ai constaté qu'il était laid à cause de ses propos qu'il a tenus. Je n'ai pas besoin de le voir. Deuxièmement, j'ai compris qu'il n'est pas de chez nous. Parce que dans notre région, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, il y a une éducation minimum que nous avons. Des gens de chez nous et des gens qui sont à côté de chez nous ne parlent pas comme ça. Donc, j'en déduis que celui-là, il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas d'à côté. Il est doux. Deuxième conclusion. Troisièmement, il n'a pas de papa. Il n'a pas vécu avec ses parents. Parce que chez nous, le minimum qu'on donne comme éducation à quelqu'un, c'est le respect de l'aîné. Quelle que soit l'adversité, on lui parle, on trouve la formule pour lui parler.
Quand tu parles comme ça veut dire que tu n'as pas réussi d'éducation. Ou alors tu as vu tes parents, tu n'as pas vécu avec tes parents. J'ai compris qu'il n'a pas d'enfant parce que ce que nous donnons, nous avons le devoir de laisser à nos enfants plus que nous avons reçu de nos parents. Et ce que nous disons, ce que nous faisons, doit à chaque fois être une leçon de vie pour nos enfants. Mais quand nous parlons, faisons attention à nos enfants qui nous écoutent, puisque c'est ce que nous leur laissons comme éducation. Donc s'il avait des enfants, il ne se comporterait pas comme ça. Et à mon fils, je te l'ai dit, et le vieux lui l'a mis comme ça, mon fils, ce que je te dis, ça s'adresse aussi à toi. Tiens compte en toutes circonstances de savoir comment tu parles, à qui tu parles et dans quelles circonstances on parle. Je pense que ça manque beaucoup à M. Tissé Bakongo, qui n'en est pas à son premier essai. Les propos qu'il a tenus sont suffisants pour nous, au PPACI, pour ne même pas lui confier un poste de secrétaire de base. Non, je vous le dis honnêtement, Tissé Bakongo ne peut pas être secrétaire de base du PPACI. Il n'a ni l'éducation pour ça, il n'a ni la formation pour ça, il n'a ni la sagesse pour ça. On comprend alors notre problème dans ce pays. Parce que si le président de la République, qui est chargé de conduire le pays, est entouré de ces gens de conseillers, le pauvre, je n'aimerais pas vraiment être à ta place. Je n'aimerais pas vraiment être à ta place. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça au hasard. Nous, là, quand nous abordons, malgré tout, quand nous parlons du chef de l'État, nous y mettons sous la forme. Par l'éducation et par la République. On ne peut pas servir la République et se comporter comme un voyou. Il était bon que les uns et les autres comprennent cela. C'est par sagesse qu'on ne répond pas. Mais attention, trop, ça commence à être débordant. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un parmi eux. L'adversaire du président Laurent Gbagbo s'appelle le président Ouattara. Ce n'est pas eux. Ils s'excitent trop pour si peu. Ils s'excitent trop pour si peu. Nous sommes engagés. Nous sommes déterminés. Le PPACI a décidé qu'il allait son candidat. Bon, en quoi cela, eux, ça les perturbe? S'il est impopulaire, ils vont le gagner facilement. Bon, voilà le problème. On ne comprend pas la raison pour laquelle ils sont si excités pour si peu. Merci beaucoup. Nous, notre priorité, c'est l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025. Mais l'alignement de notre... J'ai fini avec... bon, on va pas s'éterniser sur... C'est anecdotique, on va passer à des choses plus sérieuses. Mais, avant que tu l'oublies, il a dit quand même quelque chose d'assez grave, qu'il faut que je parte en. Il a dit, en parlant de président, qu'il était ontologique. Il dit, il est anthropologiquement établi qu'il ne peut pas diriger. Alors, je lui ai dit, on lui répond de façon simple, qu'on lui concède les bénéfices de l'ignorance. Parce qu'on suppose qu'il voulait parler d'ontologie. Quelqu'un, ça, ce qui relève ce qui est intrinsèque à quelqu'un, c'est ontologique. Mais quand tu t'adresses, tu abordes la question sous l'angle anthropologique, c'est toute une communauté que tu vois. Alors, donc, j'imagine bien qu'il ne fait pas l'injure aux militants et les cadres de RHDP qui sont de la région du président Laurent Gbagbo, qu'eux, ils sont là-bas uniquement parce qu'ils sont incapables de gouverner et que c'est eux ils sont là pour les accompagner pour gouverner. Parce que quand tu parles d'anthropologie, tu renvoies forcément à une communauté. C'est l'ignorance. Je crois qu'il voulait dire ontologie. On le lui concède cette ignorance.
Il a parlé également que le président Laurent Gbagbo a été... Il y a eu un non-lieu, bénéficié d'un non-lieu. Alors là, on lui concède au moins, on préfère lui considérer le bénéfice de la mauvaise foi que celui de l'ignorance. Parce que un enseignant de droit à l'université, si tu dis ça, je ne peux pas permettre de voir que tu es ignorant. Je te conseille que c'est parce que tu es de mauvaise foi. Sinon, il y a une différence abyssale entre un acquittement et une condamnation. Et un non-lieu. Juste pour ceux qui nous écoutent, pour ne pas qu'il y ait de confusion, la seule étape dans la procédure à la CPI où on peut parler de non-lieu, c'était pendant la confirmation des charges. C'est cette étape-là qui remplace l'instruction chez nous. Mais quand un procès a eu lieu, ce n'est pas parce que la partie, l'accusé n'a pas présenté de témoins et que comme il n'a pas présenté de témoins, donc on lui dit que c'est un non-lieu. Non. Ça là, c'est en 2 années de droit, on l'apprend. C'est en 2e année de droit. La procédure pénale. Le droit pénal. Donc, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et c'est justement cet artifice-là que Bensouda a voulu utiliser quand elle a fait son appel. Elle a fait l'appel sur la base de... À la limite, en lieu et place de l'acquittement, il faut que vous disiez un non. On lui dit non, madame. Au stade où nous sommes, les juges nous ont dit, au stade où nous sommes arrivés là, c'est un acquittement. Ça veut dire que quoi? Le président Laurent Gbagbo n'est plus présumé innocent. Il est déclaré innocent. Voilà la différence, M. Bakongo, pour reprendre tes études de droit à la 2e année. Tout simplement. Il est définitivement déclaré innocent. C'est fini. Donc ça, on veut quand même le lui dire pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. J'entends souvent ça, nous sommes revenus là-dessus parce qu'on entend souvent ça. On est pour calmer les militants parce qu'à qui ils ont dû leur dire « Ah oui, mais attendez, vous imaginez, quand il est parti, il ne reviendrait plus, il est revenu. » Alors pour les calmer, on dit « Non, 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 on va se débrouiller. » Ce n'est pas un non-lieu, c'est un acquittement. Alors, l'ubiesque, c'est de dire que c'est le président Ouattara qui a intervenu pour que Gbagbo soit libéré. Bon, je vais dire quand même... Bon, excusez-moi, hein, mais quand quelqu'un décide de lui-même de quitter la nature humaine pour se donner une autre nature, excusez-moi, moi je ne peux pas. Et c'est un de nos problèmes. Comment on répond à des bêlements? Moi je ne sais pas. On ne comprend pas le langage des bêlements. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non, non, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires et connues. Quelqu'un, dans nos sociétés, il y a les transgéniques. Quelqu'un dit, moi je suis femme, je vais devenir homme. On lui accepte. Je suis homme, je vais devenir femme. On dit, ça marche. Quelqu'un dit, moi je ne suis plus humain, je vais devenir mouton. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, mais je vous l'ai dit. En toute honnêteté, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Et comme nous ne pouvons pas répondre, on ne sait pas le langage, moi je ne sais pas le langage des moutons, donc on ne peut pas lui répondre, on va s'arrêter là pour s'occuper de ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de la sous-région, le contexte, il faut quand même se faire un clin d'œil sur l'élection qui s'est passée au Sénégal. Et comme toujours, les gens se trompent toujours dans la lecture des événements. Ils voient, ils disent, ah non, c'est des jeunes qui sont revenus au pouvoir, il était dans ces prisonniers le pouvoir. Ça là, ce n'est pas ça qui est la leçon à tirer de l'élection au Sénégal. Ce n'est pas ça du tout.
Oh, il ne faut pas nous divertir avec ça. Ce n'est pas ça. Celui qui n'a pas compris les élections, la leçon, il y a 3 grandes leçons à tirer des élections au Sénégal. Il y a d'abord les 3 grandes leçons, parce que ce n'est pas la jeunesse, il y a plus jeune que qu'on appelle ça, Bachirou, qui gouverne dans le monde et même en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il est sorti de la prison qu'il est venu. Avant lui, plusieurs personnes, ça y est arrivé à plusieurs personnes. Donc ce n'est pas ça où les gens viennent nous envoyer, non. La première leçon, c'est le peuple sénégalais qui a refusé un 3e mandat illégal, qui a tenu à l'exception, à son exception démocratique, qui s'est battu pour que son exception démocratique soit conservée, qui s'est battu dans le sang et dans la sueur pour que son exception démocratique soit conservée. Ça, c'est la première leçon. Le peuple a protégé sa démocratie. La deuxième leçon, c'est que les fondements de toute démocratie, c'est la justice. La justice est l'institution qui garantit la démocratie. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sauvé la démocratie au Sénégal. Et quand je le dis, j'ai mon regard tourné vers le Conseil constitutionnel ivoirien et la justice ivoirienne. Cette volonté de sauver la démocratie au Sénégal tranche avec le harcèlement inutile qu'une justice, la justice ivoirienne met sur le président Laurent Gbagbo. Tout simplement, pour ne pas qu'il compétisse. Je l'ai toujours dit, et nous pensons au PPACI, d'ailleurs dans nos propositions de gouvernement on le dira, aucune réforme judiciaire au sens institutionnel, aucune réforme judiciaire au terme matériel, c'est-à-dire du texte, n'est capable d'accorder la liberté à un juge en dehors de sa propre conscience. On a beau donner tous les textes. Et le président Gbagbo l'a fait. Quand il est arrivé, il a créé le corps des magistrats en le détachant totalement. Et c'est devenu aujourd'hui, le salaire des magistrats est devenu le référent des autres grands corps. Mais malgré ça, regarde ce qu'on a fait. Vous l'envoyez quelqu'un à la BC en prison, quelque part, et vous organisez un procès dont l'unique but est de faire en sorte que l'accusé ne soit pas présent. Mais ça, j'estime que chacun doit regarder ce qui s'est passé au Sénégal et puis se revoir. Ça, c'est la deuxième leçon. Le rôle de la justice dans le fond de la démocratie. Et la troisième leçon qui est la plus importante aussi pour nous, l'élection au Sénégal est l'expression de la volonté des pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas francophone, de finir avec un ordre. C'est sur la base du discours de rupture de Pastef et de Ousmane Sonko que le Sénégal est arrivé à ce résultat-là. Ce faisant, sans se rendre compte, il donne même une légitimité à ceux qu'on appelle les ruptures anticonstitutionnelles, c'est-à-dire les coups d'État qui ont eu lieu, puisque c'est sur cette base-là que ces jeunes-là ont finalement l'adhésion, les populations les soutiennent, à cause justement du discours de rupture. Et ce faisant, ils rejoignent un homme à qui on doit reconnaître l'initiative, et qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pourquoi pour nous qui sommes engagés dans la lutte pour la rupture de l'ordre, on ne peut pas trouver meilleur candidat que Laurent Gbagbo pour mener ce combat-là pour nous.
Ça, il faut que ce soit clair et compris. Donc, notre situation est la situation de quelqu'un qui a commencé un combat, incompris en son temps, mais on le rejoint, et c'est à ce moment-là on dit non, il faut abandonner le combat. Mais pourquoi? Ça va? Allez. Ça va? Allô. Voilà. C'est-à-dire, les autres, ils font ce que le président Laurent Gbagbo a commencé il y a plus de 50 ans dans son combat. Et c'est à ce moment-là qu'on dit non, toi, il faut abandonner, il faut chercher les plus jeunes. Nous, on n'est pas dans un problème de jeunesse chez nous. On n'est pas dans un problème non. On est dans un combat qui est lourd, difficile, pour lequel quelqu'un a donné de son prix et qui continue de payer de sa vie. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Donc, plus que tout, le président Laurent Gbagbo incarne toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi ce n'est même pas lui qui a décidé. C'est sur insistance de nos militants qui comprennent les enjeux géostratégiques. Parce que si nous ne comprenons pas ça et que nous pensons que quelques victoires par-ci, par-là sont suffisantes et que l'ordre est affaibli, qui ne reviendra pas, on se trompe lourdement. Cet ordre-là, il va reculer, il va s'organiser et il va revenir à l'assaut parce que cet ordre est vital pour eux. Donc, nous ne devons pas baisser la garde. Au contraire, tous les résistants à cet ordre doivent se réunir autour de symboles forts comme le président Laurent Gbagbo. Ne nous méprenons pas. La guerre en Ukraine, son rôle fondamental, tout ce qu'ils donnent à l'Ukraine pour résister, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens. Non. C'est pour pouvoir maintenir la Russie qu'ils considèrent comme l'aile militaire de le nouvel ordre, le maintenir bloqué là-bas pour ne pas qu'ils puissent venir les déranger ici. Donc la bataille là, elle n'est pas finie. Et ce n'est pas une petite, ce n'est pas une bataille de plaisantins. C'est une bataille de personnes déterminées. Et le président Laurent Gbagbo est allé au fourneau, il en est ressorti et il connaît donc plus que tout, il a toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi nos militants qui comprennent très bien les enjeux géostratégiques l'ont choisi. Et c'est parce qu'ils sont conscients que ce temps, y compris les relais locaux, utilise tous les artifices pour empêcher, mais je dis vainement, la candidature du président Laurent Gbagbo. Et parmi ces artifices, c'est le faux braquage de la BCEAO sur lequel je voudrais revenir. Ce sera le deuxième point. On a fait un papier, le président avait promis à Agboville qu'un document devait être fait et il avait même imposé une date de mardi. Le document a été produit et il a été lu. Je crois que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, rentrez sur les réseaux, on va vous les distribuer. On a même souhaité que le LG voit dans quelle mesure on pourrait les distribuer aux structures de base pour qu'ils prennent possession parce que c'est un document sur lequel il y a des éléments de recherche qui ont été faits pour pouvoir prouver comment, et c'est ce que nous allons faire, on va reprendre quelques éléments ici, comment dans la réalité, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a braqué la BCEAO, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a braqué le président Laurent Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a braqué le président Laurent Gbagbo et on va vous donner les éléments pour vous justifier. Et pourquoi ça là, ça ne peut pas nous empêcher d'arriver à notre fin. Je ne reviendrai pas sur ce document son entier. Je prends vraiment quelques éléments pour que nous comprenions pourquoi nous devons nous battre l'inacceptable. D'abord, il faudra relever qu'il n'y a pas eu de braquage ni à la BCEAO ni à la Banque centrale. Mais quand nous le disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu sait bien les choses. Hein.
Au Ghana, on m'a poursuivi 1 an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle les échanges d'écriture, les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner et donner à mon avocat les pièces, les dépositions sur la partie desquelles ils font et a fait leur poursuite. Mais c'était une mine d'or. Comme le président Laurent Gbagbo, j'ai dit, quand j'ai lu, quand maman m'a dit, j'ai lu ça, il dit, ah, c'est sur ça là. Ils veulent que le Ghana m'extradite. C'est pas possible. Dans aucune déposition, ni de la BCAO, et quand je dis c'est les responsables, ni des banques centrales, des banques commerciales, ne mentionnent un quelconque vol quelque part. On a introduit M. Ama Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO, par intérim. Dites-nous, monsieur le procureur c'est le procureur Simplice, Kofi Simplice. On dit tous les noms. Ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à Jean-Pierre Maé, monsieur le directeur, parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayé par la presse. C'est ce que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, monsieur Ayaye Jean-Baptiste, répond à Ayaye, comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol à main armée à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin. C'est-à-dire quoi? Que 4 mois après les faits, le directeur de l'État dit que lui ne sait pas qu'il y a eu vol à la BCAO, à la banque. C'est une façon très polie de dire, mon ami, nous on n'a pas voulu, été volé. Et je n'étais pas au courant. Parce qu'un vol, la braquage, là, cassé, là, ça c'est visible. Quand il est venu, on lui a donné un rapport détaillé. Mais il dit même, on est en train de faire l'inventaire pour voir ce qui a été retiré pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous citer tout. C'est vraiment important, ces éléments-là. Le témoignage du procureur et de M. Dogoni Suleiman, qui était le directeur de la BHCI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. M. Dogoni Suleiman, c'est ça, oui. Durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. Quelle est votre part de connaissance des faits? Voici la déposition. Lui répond. Monsieur le procureur, comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a 2 grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques appelées les banques, aussi banques nationales. Les banques majeures qui ont 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BHCI ont été réquisitionnées pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous recevions les fonds dédiés au paiement des salaires des fonctionnaires de l'Agence nationale de la BCAO. Ça, c'est Dogoni. Le gouvernement ivoirien lui-même ne dit pas autre chose. Parce que ce qui est bien, c'est comptable. La comptabilité, là. Quand tu triches jusqu'à... Mais c'est pourquoi moi, j'ai jamais voulu être comptable dans la
parce que même 5 francs, là, tu vas prendre toute une journée pour chercher 5 francs. Parce que tes comptes ne sont pas équilibrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2013, la Cour des comptes interpellait régulièrement le gouvernement ivoirien sur le compte 470, ceux qui font les comptables publics, le compte 470, qui est un compte d'attente, compte d'avance de trésorerie. Ah oui, il y a un comptable qui est derrière, c'est de quoi je parle. Un compte d'attente. Ce compte d'attente, il est fait pour recevoir les comptes, les mouvements, des opérations qui ne sont pas arrivées à maturité. C'est-à-dire qu'on fait des avances sur fonds, parce qu'on paye les fonctionnaires, parce que s'il faut les payer, s'il faut faire la procédure, ça va être long, on fait une avance. Et généralement, les 3 derniers mois, et un mois après, il y a en 2009, il y a un arrêté du ministre, en son temps, qui a pris, en 2009, que nous avons pris pour dire, ce compte doit être apuré dans l'année qui suit. Parce que c'est un compte d'attente. Et depuis 2013, ils n'ont pas pu apurer ce compte. Donc, la Cour des comptes qui ne comprend pas les relances. Et finalement, ce compte, il en restait 107 milliards 183 millions 088 813. Je dis, mais pourquoi vous n'arrivez pas à apurer ce compte? Finalement, le gouvernement va dire, le ministre de l'économie des finances va répondre à la Cour des comptes. Ah, vous là, vous nous fatiguez trop. Voici ce qui s'est passé. En fait, le montant inscrit correspond au salaire payé par avance. Maintenant, au niveau des banques centrales, ça c'est plus intéressant. La matérialité du vol au niveau des banques centrales. On a dit à la BCAO, il n'y a pas de vol. Et la raison pour laquelle la BCAO ne s'est pas constituée partie civile. Parce qu'il faut que vous compreniez très bien pourquoi on le dit. Une banque à qui on a volé ne peut pas ne pas se constituer partie civile parce que ce n'est pas son argent. Ah oui, mais comment tu vas expliquer à tes actionnaires que j'ai constitué une provision? Parce que quand tu constitues une provision, ça vient en diminution donc du bénéfice. Que j'ai constitué une provision pour un vol qui n'a jamais eu lieu. Et on dit, mais alors, mais si tu as constitué la provision, est-ce que tu as porté plainte? Pour qu'on nous rembourse, le voleur nous rembourse. La BCE a dit non. Nous là, on ne se considère pas partie civile. Parce qu'on n'a rien perdu, on n'a subi aucun préjudice. Les banques centrales disent oui, nous, au début on a pensé, mais on n'a rien dit, on n'a pas, on nous a rien volé. C'est un gars même de la Sotra qui dit que le président Babou a volé les bouloirs. C'est lui qui a volé cafetière. Quand on voit la déposition de la Sotra, j'ai dit ah. Donc même cafetière de Sotra là, c'est nous qui avons volé. C'est nous qui avons volé ça. Bon. Les gens n'ont même pas tenu compte. Bon, vraiment, on parle de choses sérieuses. Laissons la cafetière là pour faire régler ça. Mais au niveau des banques centrales, non seulement les dépositions disent que nous n'avons pas volé, mais ils disent qui a volé. Et je vais vous lire la déposition du directeur de la Caisse nationale d'épargne et de chèques, la CNCE. Et je réponds les versions. Procureur de la République, dites-nous votre part de connaissance des faits de pillage de l'agence centrale de la CNCE au plateau. Je le procureur pour la question. Au directeur de cette banque par intérim. Le directeur s'appelle Yassine Kwaku Oku. Voici ce que répond M. Yassine Kwaku au procureur. Notre banque a fonctionné normalement jusqu'au 31 mars 2011. Excepté nos agents d'Abobo et d'Anyama, et on sait pourquoi, et ceux qui opéraient là-bas. Bon. La nuit, écoutez bien cette partie, la nuit du mardi 19 avril 2011 au mercredi 20 avril 2011, les dirigeants de la CNCE ont été informés que l'agence centrale de notre banque était en train d'être pillée par des personnes en armes. Le 19 avril, nous, on n'est plus là. Du 19 avril au 20 avril, nous, on n'est plus là. Déposition du directeur. Il va plus loin. La situation de crise empêchait quiconque d'aller sur les lieux.
Le lendemain, un huissier a été commis pour aller constater les faits. Une fois sur les lieux, les dirigeants de la banque ont remarqué la présence de 2 militaires FRC sur les lieux. Ces derniers ont refusé l'accès à la banque aux responsables et aux travailleurs de la banque tant qu'ils ne produisent pas une autorisation de leur hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie des 2 militaires, des FRC. Des FRC. Toutes nos tentatives pour avoir cette autorisation ont échoué. Tout le personnel de la banque est resté dehors de 8 h du matin à 17 h pendant qu'eux opéraient. Selon les dits de M. Ouattara Mori, l'un des gardiens de la banque, présent lors de l'attaque, dont les propos ont été recueillis par l'huissier que nous avons commis. Le véhicule qui transportait les braqueurs était une Mitsubishi 4x4 immatriculée 6391 EP01. À l'intérieur du véhicule se trouvaient des hommes lourdement armés portant des tenues militaires. Selon les propos recueillis par l'huissier, les nuits du 20 au 21 avril, des personnes portant des tenues militaires sont venues en renfort des 2 autres militaires, donc des FRT qui étaient là, et qui étaient portés devant la banque pour casser le caveau de la banque après avoir attaché les gardiens de la banque. Après le vol, ils ont kidnappé les gardiens et ont menacé de les tuer avant de les relâcher aux premières heures du 21 avril. Je voudrais indiquer que selon l'huissier, le concert n'a pu être fait le 21 avril parce que les FRC présents sur les lieux refusaient tout accès à la banque. Durant ce pillage à main armée, notre banque a perdu 2 366 167 533. Monsieur Doglé, lui c'est clair. C'est les FRC qui ont volé son argent. Pour ceux qui auraient oublié, les FRC, c'était l'armée qui combattait pour le régime actuel. Et, disait, par le Golfe, ils ont été créés à part du Golfe. Donc, quand M. Cissé on parle de responsabilité pour faire d'autrui, alors on doit rattacher ça à qui alors? On rattache à qui? Bien. Donc, vous convenez que non seulement on n'a pas volé, mais ceux qui ont volé, on les a identifiés. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, on n'a qu'à chercher des matriculations de véhicules. Au moins, c'est passé le 19. Et je peux vous dire que c'est ce témoignage-là qui m'a sauvé à Accra. Ça, qui m'a sauvé à Accra. Parce qu'ils ont mis tous les artifices. Quand il a fait sortir ça là, il n'y a plus rien à dire. Donc, devant un tribunal normal, sérieux, des juges qui respectent les fonctions. Et c'est pourquoi, vous avez remarqué, ce régime-là perd tous les procès à l'international. J'ai été le premier à les battre. Le président Laurent Gbagbo est venu les battre. On allait devant la Cour africaine des droits de l'homme, on les a battus. C'est-à-dire qu'il n'y a que les magistrats ivoiriens seuls qui lisent le droit pour eux. Non, mais je vous l'ai dit. Ils n'ont jamais gagné un procès contre nous à l'étranger. Il suffit seulement que les juges soient un peu sérieux, c'est fini. Maintenant, la condamnation du président de l'Europe, pourquoi j'ai dit c'est un braquage? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai donné l'aspect technique, je vais donner l'aspect juridique. Quand on vous condamne quelqu'un au pénal, ça c'est pour les faits matériels que vous avez commis. Mais quand c'est assorti de condamnation civile, les dommages et intérêts, ça suppose que la personne qui est victime a subi un préjudice. Et donc, c'est le fameux article 1382 du Code civil qui dit « Pour faire quelconque qui cause à autrui un dommage, nécessite une réparation de la part de celui qui le fait ». L'article 1384 du Code civil il répond que même si ce n'est pas toi, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou bien ton objet, tu dois réparer le préjudice. Ça suppose que quoi? Avant toute condamnation, quelqu'un pour qui tu perds des dommages et intérêts, il faut que tu justifies avoir subi un préjudice. Il faut que tu justifies que moi j'ai subi un préjudice.
Parce que s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de réparation de dommages. Or, on vient de vous le dire, la BCEAO dit que je n'ai pas de préjudice. Que c'est les salaires qui ont été payés. L'État ivoirien n'a pas payé 2 fois les salaires, ni les charges de fonctionnement quand ils sont revenus. Donc l'État ivoirien n'a pas subi de préjudice. À partir du moment où tu n'as pas subi de préjudice et que tu condamnes quelqu'un à te payer des dommages et intérêts, c'est du braquage. Donc c'est du vol. Mais seulement organisé par la main des juges. Parce que je ne peux pas aller au LG, paye-moi 100 millions de dommages et intérêts sans que je ne prouve au moins que j'avais au moins 100 millions. Mais j'avais un bien qui valait au moins 100 millions. Que j'ai perdu quelque chose au moins de ce montant-là. C'est le fondement de l'article 1382 du Code civil. Donc, ils ont braqué 2 fois le président Laurent Gbagbo. En le condamnant au pénal, ils ont braqué ses droits civiques pour l'empêcher d'être candidat. Et en le condamnant au civil, ils l'ont braqué pour justifier l'injustifiable qu'ils ont fait ailleurs. C'est pourquoi, chers amis, on ne peut pas accepter ça. Et je dis aux militants, aux camarades, à ceux qui nous écoutent, personne ne peut nous imposer une limite à nos ambitions, sauf nous-mêmes. C'est soit parce que nous sommes inactifs. L'injustice ne prospère que dans l'inaction. Dans l'incapacité de répondre à l'injustice. C'est tout le fondement de la nature des hommes. Celui qui subit l'injustice et qui se contente de la dénoncer sans se combattre, se battre contre, il finit par devenir complice de cette injustice. C'est nous qui avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Il nous appartient de nous donner les moyens légaux et démocratiques pour que cette candidature aboutisse. Et nous devons tout faire parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être candidat sur la base de ces champs de farfelus. Ces choses farfelues. Et, rassurez-vous, ce combat-là, beaucoup de personnes nous comprendront la logique de notre combat. Beaucoup de personnes comprendront la logique de notre combat. Pour le moment, nous en sommes au préliminaire. Comme on l'a dit, on est même en train de faire un peu d'échauffement. Mais on souhaite que la sagesse gagne les uns et les autres. Parce qu'une ambition, personne n'a le droit de bloquer notre ambition. Sur la base du faux. Sur la base du faux. Donc, chers amis, voilà pourquoi je disais que dans la réalité, de braquage, non seulement il n'y a pas eu de vol, mais c'est le président Laurent Gbagbo qu'on vole. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils ne veulent pas que nous reviennent au pouvoir? Mais parce que la gouvernance là pose un sérieux problème. Et l'un des problèmes, c'est la dette. Vous voyez, si cette histoire de dette, les gens croient que, bon, le même système nous a dit que nous, on ne comprend pas la dette, que le ministre du budget n'a qu'à venir nous expliquer la dette. Moi, dans le peu de que nous ne connaissons pas là, on va leur répondre. Quand vous savez, quand on fait ce travail-là, on fait vraiment des recherches. Pour ne pas être plus à défaut. Et on a donné à 2h du matin. Ce matin même, j'ai vu me trouver en train de travailler justement ça pour finir un certain nombre de choses. Quand vous parlez au gouvernement, il dit, ah, notre dette là, elle est soutenable. En 2024, leur prévision c'est 34 000 milliards. Ils sont à 25 000 milliards en 2023. Leur prévision de dette 2024, c'est 34 000 milliards. Quand vous leur dites, non, on est à 58% du PIB, donc on est soutenable. Alors je suis allé m'asseoir pour chercher un pays qui avait moins que ça, le taux était moins que ça, et qui est en défaut de paiement. J'ai pris 4 économies, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie et le Ghana. L'Éthiopie parce que l'Éthiopie est en cessation de paiement. Le Ghana parce que le Ghana est en défaut de paiement aussi.
Le Sénégal, parce que le Sénégal a un taux de dette qui est de l'ordre de 78% du PIB. Et la Côte d'Ivoire qui est pour le moment à 58,7%. Alors, c'est tellement intéressant le tableau quand nous avons fait les études comparatives. On se rend compte qu'un pays comme l'Éthiopie, de 2012 à 2021, 22, par là, leur PIB a augmenté de 205%. Il a cru, c'est-à-dire qu'il a quasiment doublé. Même quadruplé, parce que 100%, ça fait comme si ça fait l'équivalent, ça a doublé. 205% de taux. Et au moment où ils ont déclaré dépôt de paiement, le ratio PIB, dette sur PIB était de 37%, de 33%. Le ratio dette sur le PIB était de 33%. Nous sommes à 58%, nous on dit non, 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 pour nous on est encore tenable. Parce que l'annonce 70%, il était à 33%. Mais qu'est-ce qui explique, si tant est que ce taux-là, ce ratio est un ratio rassurant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'à 33% du PIB, on soit en cessation de paiement, en défaut de paiement? C'est exactement le problème. C'est ça la question. Le PIB dans nos pays africains, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que si tu n'es pas capable de convertir ton PIB en recette domestique, en recette fiscale, c'est comme si tu vends du vent. Tu brasses du vent. Voici la réalité. Le PIB de l'Éthiopie fait 2 fois le PIB de la Côte d'Ivoire. Ils sont à 153 milliards de dollars, lorsque la Côte d'Ivoire a 70 milliards de dollars. Mais ils ne prélèvent que 6%. Leur taux de pression fiscale est de 6%. C'est la même chose au Ghana. Le PIB en 2022 du Ghana était largement de 5 milliards de dollars supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. C'était la deuxième économie après le Nigeria. Ils sont en cessation de paiement. Mais pourquoi? Mais parce que on fait, alors que nous faisons exactement ce qui les a envoyés dans ce problème. On est venu, investissement blim blim, ainsi de suite. Moi, j'ai vu en Éthiopie un train construit TGV, construit par les Chinois. Même les serveuses de thé sont chinoises dans le train. À partir de ce moment-là, ton PIB, là, qu'est-ce qui reste de ton PIB? Non seulement les travaux sont faits en franchise d'impôts, parce que c'est l'État qui finance, donc il ne met pas d'impôts là-dessus. Et ça pose des distorsions énormes aux entreprises quand on parle de la dette intérieure. Parce que les crédits de TVA sont énormes. Puisque les travaux sont faits en franchise de TVA, les prestataires de services, eux, ils supportent la TVA. Ils ont du mal à récupérer cette TVA-là. Donc on se trouve dans un déficit énorme. Donc, ce n'est pas ça. Et c'est les mêmes façons de faire. Investissement blim blim. On fait ceci, on va prendre des prêts à tous les guichets. Tous les pays qui connaissent des problèmes sont liés à ça. Et c'est exactement ce que nous fait le RHDP. Et l'impact est réel. On va faire une petite souris pour que vous compreniez où il nous emmène. Après le point d'achèvement de PTE, on est tombé à 35% de PIB sur la dette PIB à 35%. Le service de la dette, le remboursement que nous remboursons régulièrement, le service de la dette, est passé de 500 milliards par an à 230 milliards par an.
Nous sommes en 2012. En 2023, on passe de 6 112 milliards de dettes en 2012. Nous sommes à 25 792 milliards en 2022. Est-ce que vous imaginez? Le service de la dette, qui était de 230 milliards, dont on remboursait 230 milliards, en 2023, le service de la dette est passé à 3 742 milliards. Même si tu augmentes, alors que le PIB n'a augmenté que de cette période que de 92%. Mais le service de la dette, c'est 16 fois ce que nous payons en 2012. Si donc toi, tu fais 84%, c'est-à-dire que tu fais même pas, tu n'arrives pas à doubler ton PIB. Pendant ce temps, le service de la dette est 16 fois ce que tu payais en 2012. Comment tu fais pour payer? Ce sont des chiffres, c'est leurs propres chiffres à eux. Hein. Tu payes 16 fois le service de la dette. De sorte que, pour 2023, le service de la dette, plus la masse salariale réunie, nous sommes à 102% des recettes fiscales. C'est-à-dire, quand on a fini de payer les... Et 102%, c'est-à-dire même qu'il y a une partie des fonctionnaires où on est obligé de chercher l'argent pour venir les payer. C'est-à-dire, tout ce que nos collègues font, les gens qui travaillent sur le terrain, tout ce qu'ils font, les recettes fiscales là, le service de la dette prend, c'était autour de 5 000 milliards à peu près l'année passée. Si vous payez 3 000 milliards là-dessus, ça fait à peu près 60%. Le service de la dette prend 60% des recettes fiscales et le reste, c'est la masse salariale. Ça veut dire que quoi? Que même pour acheter un petit matériel dans un hôpital, il faut le prendre à crédit. Une compresse, il faut le prendre à crédit. Et que même le fonctionnement de toutes les institutions qui se sont données là-bas, un pays où on a président de la République, vice-président de la République, représentant spécial du président de la République, premier ministre, c'est quoi ça? Ça, pour alimenter, il faut tout ça aussi, on fait ça à crédit. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers camarades, population de la Côte d'Ivoire, notre pays, là, les gens là nous conduisent dans le trou noir. Je rappelle qu'en 2000, en 80 déjà, quand on a eu les problèmes, la dette privée, elle était à peu de 5-6%. Aujourd'hui, la dette privée fait plus de 45% de la dette nationale, la dette privée. C'est-à-dire, le retraitement de la dette est difficile. Et c'est pourquoi les pays ont du mal à payer les dettes. Puisque avant, tu peux négocier avec un pays. Quand tu prends crédit à une banque, c'est plus facile de négocier. Mais quand tu vas prendre les eurobonds, quelqu'un a pris son épargne et vous l'a donné. Sur quel pied tu vas t'arrêter pour dire, moi, il faut revoir le paiement. Donc, le dernier prêt qu'ils ont pris, tout avec une banque, avec la Charter Banque qui a fait le travail pour eux, c'est pour rembourser les échéances qui sont arrivées à terme. Donc, on est rentré dans un cycle d'endettement sans fin. Voilà ce que les spécialistes du FMI nous envoient ici. Population de Côte d'Ivoire. Et vous êtes déjà dans l'impact. Et je finis par là. Quel est l'impact sur le quotidien? Moi, j'ai reçu ma fiche d'impôt foncier. Ça a augmenté de 60%. Parce qu'un gouvernement a deux solutions pour améliorer ses recettes fiscales. Soit il élargit l'assiette, ce qu'on appelle à l'horizontale, ou alors, il donne 3, ou bien il augmente les taux. Mais quand il n'a pas envie d'augmenter les taux, parce que c'est trop flagrant, il crée des artifices. Et au niveau du foncier, il dit que ce n'est même plus le loyer. La dernière fois, on a fait la démonstration ici, que ce n'est même plus sur les loyers, eux perçoivent les impôts fonciers. Maintenant, là, eux, ça sert pour dire, nous, là, État de Côte d'Ivoire, là, on estime que ta maison, ton loyer doit être 300 000 francs, et c'est sûr que tu vas payer ton impôt. C'est quoi ça? Même à Capone ne fait pas ça.
On ne fait pas de braquage comme ça, à ciel ouvert. Ça, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez reçu votre facture d'électricité. Je ne sais pas si vous avez vu les factures d'électricité. Alors que parallèlement, ils augmentent, ils diminuent les revenus des populations les plus vulnérables. L'anacarde s'achète chez moi à 200 francs. Et c'est à cause justement de l'endettement qu'ils ne sont pas capables de répercuter, et j'ai les artifices, l'embellie du cours du cacao sur les populations. Chers amis, la réalité, elle est là. Si ceux-là restent encore 5 ans ici, je touche du bois et de mes deux mains, je touche du bois. Nous n'allons plus reconnaître notre pays. Nous n'allons plus reconnaître notre pays. D'où la candidature, la question de la candidature du président Laurent Gbagbo est une question existentielle pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui s'asseyent pour faire des petits calculs, non, bon, on n'a qu'à trouver des plus jeunes. La question n'est pas un problème physiologique, ce n'est pas un problème d'âge. La question, c'est une question de conscience et d'être capable de trouver une solution, des solutions au problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous n'avons ni plan B, plan C, plan D, ou alors si nous en avons, le plan A s'appelle Laurent Gbagbo, le plan B s'appelle Laurent Gbagbo, et le plan Z s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, il faut que ce soit connu, il faut que ce soit connu chez nous. Parce que nous avions à sauver un pays. Nous avons à sauver un pays qui est pris en otage. Savez-vous, que je vais finir par là, que sur les 11 unités de transformation de l'anacarde, 9 ont fermé. Parce que le coût d'exploitation, les facteurs d'exploitation sont impossibles. Vous décomptez l'électricité, vous augmentez. Pendant ce temps, les Vietnamiens qui sont nos concurrents directs là-dessus, le coût, c'est 5 fois moins que les nôtres. Comment voulez-vous tenir la concurrence? Chers amis, j'ai été long, on ne va pas insister, mais nous donnons ces détails-là pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Il y a deux sortes de dirigeants. Il y a les dirigeants qui se soucient de l'avenir. Et parce qu'ils aiment leur pays, ils disent je ne prendrai pas le risque de compromettre mon pays. Et il y a des dirigeants qui disent il n'y a que moi et moi seul, après débrouillez-vous. Si nous raisonnions comme ça, nous, on ne nous serait pas engagés en 2009 alors que nous allons aux élections présidentielles dans le PPTE. Donc ils sont gâtés. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a aimé ce pays. Il aime ce pays qu'il a accepté tous ces sacrifices. Voilà la différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir. Je vous remercie. Je crois que les applaudissements ne sont pas assez nourris. C'est pas payant pour l'applaudissement. Sous ce que je vous dis, ça s'appelle un coup magistral. Et ça, c'est vraiment le coup du marteau. Monsieur le ministre, on va donc se permettre de vous dire une fois de plus merci parce que vous avez dit ça avec force détail
et surtout vous y avez mis la qualité et la forme. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas, mais ça va s'imposer à eux. Les Ivoiriens vous ont écouté, la presse est là, et ils comprendront aujourd'hui qu'une seule solution, c'est le retour au pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo en 2025. C'est ça qu'il s'agit. Amis de la presse, il vous revient à vous, puisque nous sommes quand même à une conférence de presse, de poser les questions que vous souhaitez pour pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui a été dit, ou alors que le ministre renforce ce qu'il a dit. La parole vous revient, vous vous présentez votre organe et vous posez la question. Mais s'il vous plaît, je souhaite qu'on ne pose pas deux fois la même question, qu'on gagne du temps. Je vous remercie. Monsieur le ministre, on passe aux questions. Ok. Je suis à vous. Oui. C'est oui. Germain Sewé, l'Horizon Info, Honnête. Monsieur le ministre, ma question c'est relativement à la démonstration technique que vous avez faite tout à l'heure pour établir l'innocence du président Laurent Gbagbo sur la question du braquage de la BCEAO. Alors, je suis en train de me demander depuis quand vous avez ces informations-là, puisque ça veut dire que ce sont ces informations que vous avez sauvées au Ghana, ça veut dire que ça ne date pas maintenant. Donc, pourquoi c'est maintenant que vous donnez ces informations? Deuxièmement, alors, ce discours-là que vous tenez aujourd'hui, à qui il est destiné? C'est-à-dire que sa vocation, c'est pour convaincre qui? Est-ce que c'est pour convaincre les partisans, les militants du PPRCI? Est-ce que c'est pour convaincre les militants du RHDP? Ou bien même les présidents? Est-ce que c'est pour éclairer la justice des Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce que c'est destiné à l'international, mais à la communauté internationale? Sinon, qui ne serait pas encore convaincu l'innocence du président Gbagbo sur cette question-là, que ces éléments-là viendraient, je l'ai dit, édifier? Donc, voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai expliqué que ces informations, nous les tenons depuis qu'on nous a poursuivis. Donc, depuis 2012, j'ai eu un procès qui a commencé le 24 août 2012 et qui s'est terminé le 30 août 2013. J'ai fait 2 fois 45 jours de prison. La première fois pour cette affaire-là. Et quand ils se sont rendus compte que vraiment ça ne pouvait pas intéresser un seul Ghanéen, la deuxième fois ils m'ont dit que j'ai tué 2 personnes. Ils m'ont reçu m'envoyer en prison. Là aussi, c'est pour ça que je l'ai gagné. Parce que moi, le juge leur a dit, bon, ok, il a tué quelqu'un, ok. Mais dis-nous au moins avec quoi il les a tués. Il a fait fétiche. Il a fait machette avec fusil. Ils m'ont gardé en prison 45 jours. Le juge était fâché le matin, il m'a dit, bon, écoute, mon tribunal, ce n'est pas un lieu où on vient s'amuser. Et il m'a libéré. Donc, nous sommes... Mais c'est parce qu'ils savaient que nous avions ces informations qu'ils ne vont plus que le président Laurent Gbagbo soit présent au procès. Dans la réalité, c'est ça. Je vous ai dit, c'est le seul procès pénal au monde où l'objectif du procès était que le prévenu ne soit pas présent pour ne pas se défendre. Donc, nous avions ça. Mais l'opportunité est arrivée, c'est le président qui m'a dit, il est temps que tu fasses sortir ça. Maintenant, c'est adressé à qui? Chez nous, on dit, quand vous avez un piquet, même quand il est solide, il faut le renforcer davantage, on continue de taper là-dessus.
Et dans notre affaire, il y a ceux qui ne raisonnent pas. On ne va pas revenir sur eux. Mais leur nature, ils ne raisonnent plus. Ils ont décidé de prendre cette nature. Donc ça, tu as beau leur expliquer, ça ne sert à rien. Il y a des gens de bonne foi qui continuent de croire que bon, cela est possible. Nous adressons à eux. Mais surtout, nous sommes en train de préparer la légitimité de tout ce que nous ferons en rapport avec un quelconque obstacle à la candidature du président Laurent Gbagbo. À partir de ce moment-là, il n'est jamais de trop de dire les choses. Afin que quand ça doit arriver, chacun soit prêt à témoin qu'on vous avait déjà dit, voici les éléments. Sinon, je sais que eux-mêmes, quand ils disent ça, ils ont parfois honte. Ceux qui ont encore l'espèce, la nature humaine en eux. Voilà. Oui. Merci, je suis Ferdinand Bailly du quotidien Le Temps. La première question est relative au courrier adressé au courrier du sénateur. Le premier courrier date de quand? La deuxième question, on sait que les droits d'ailleurs de la PCAO pour le doyer ont été payés par les relais. Pourtant, curieusement, la PCAO ne sait pas de ça. C'est pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez les raisons de cette non-plainte? Merci beaucoup. Le premier courrier, on l'a fait le 15 mars 2023. Il a été déposé à 8h35 précises. 2024. Il a été déposé à 8h35 précises. Et le second, on l'a fait le 12 avril 2024. C'est justement, merci de me permettre de revenir sur ça, le seul rapport de la BCAO qui mentionne un quelconque vol. C'est le vol des agents de Mans, de Korogo et de Boaké. C'est le seul rapport qui existe. Mais ils se taisent parce qu'ils savent qui a volé. Ils se taisent parce qu'ils savent qui a volé. Donc, je rappelle que dans le compte, le rapport de gestion 2012 approuvé par le Conseil des 2011, approuvé par le Conseil des ministres de l'UEMOA et de l'UMOA, il ne mentionne nullement un cas de vol à la BCAO. Mais le rapport de 2004 mentionne les vols de Korogo, de Mans et de... On sait qui a fait ça. C'est pourquoi je dis, c'est parfois l'être humain qui est pressé, mais l'histoire a tout son temps. Et c'est pourquoi un homme sage a dit, le temps est un autre nom de Dieu. Autre question? Les produits agricoles de façon globale, il faut que nous exposions là-dessus avec une idée de nos propositions que nous avons de façon claire sur ce que nous voulons faire. Sur la dette, il faut que les gens comprennent. Et l'endettement. En 2015, les rapports que nous avions déjà, il était de 47%. C'est-à-dire qu'il y avait 47% du montant des prêts qui correspondaient aux investissements. Les 53% dans mon goût. Donc, la seconde étape, c'est sur ça. On va travailler là-dessus. Parce qu'il faut qu'il y ait un audit de la dette. Nous le disons pourquoi? Parce qu'il faut aussi que ceux qui prêtent retiennent. Et il y a une jurisprudence là-dessus. Dans le cas de, comment on appelle, dans le cas de l'Argentine et un certain nombre de pays. Où les juges, l'Argentine a saisi des tribunaux pour dire, attendez, vous dit, mais vous nous prêtiez. Vous savez qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas payer. Oui, mais parce qu'un banquier, moi je n'ai pas d'argent. Je vais voir la banque, je dis, je m'appelle Koné Katina, donne-moi 2 milliards. On dit, ton salaire il est combien? On dit, je fais mon salaire, on dit, c'est 450 000 francs. Mais les banquiers me donnent 2 milliards là. Mais il m'a fait cadeau. Il ne m'a pas prêté, il m'a fait cadeau. Parce qu'il sait pertinemment
que je ne peux pas rembourser. Tu m'as fait cadeau. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient surpris qu'on leur dise qu'il y a un certain nombre de dettes. On aura du mal à... Il faut qu'on s'assied pour travailler là-dessus. Attention, ne prêtez pas parce que ce sont vos amis. Parce que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Ils sont des passages. Et on ne peut pas hypothéquer la Côte d'Ivoire sur la base des relations personnelles et amicales. Chers amis, c'était les derniers mots. Merci beaucoup.